Il y a un an, les autorités françaises lançaient une vaste opération de lutte contre l'insécurité, l'immigration illégale et la pauvreté sur l'île de Mayotte. Mais elle n'a pas eu les effets escomptés et la population continue aujourd'hui de se sentir abandonnée par Paris. Elle réclame de nouvelles actions et des réformes urgentes. Pendant ce temps, en Nouvelle-Calédonie, la colère a éclaté au grand jour cette semaine après l'adoption à l'Assemblée nationale du dégel du corps électoral. Il doit permettre à toutes les personnes nées ou domiciliées depuis au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie de voter aux élections provinciales. Mais les indépendantistes de l'île et les Kanaks en particulier y sont farouchement opposés. C'était pour eux une ligne rouge à ne pas franchir. Ces derniers jours, des émeutes ont donc éclaté. Elles ont fait au moins 5 victimes, 3 Kanaks et 2 gendarmes. Alors le gouvernement est-il responsable de tout ce qui arrive? Pourquoi ne parvient-il pas à répondre aux attentes de ces populations ultramarines? Maladresse, négligence, méconnaissance des dossiers? Est-il tout simplement dépassé par les situations qui diffèrent d'un territoire à l'autre? C'est avec vous que l'on va en parler. Jean-Jacques Urvoas, bonsoir. Vous avez été ministre de la Justice sous la présidence de François Hollande. Vous avez aussi été le rapporteur de la mission d'information permanente sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie en 2015. Alors, avant d'en venir au cas spécifique de la Nouvelle-Calédonie, je voudrais vous interroger sur le rapport qu'entretient la France avec ces DROMCOM, ces départements, régions et collectivités d'outre-mer. On sait que Napoléon les qualifiait de confettis de l'Empire. Paris, de son côté, comment envisage-t-il aujourd'hui ces DROMCOM? D'abord, Paris, ça veut rien dire. Ça dépend des équipes gouvernementales qui sont au pouvoir. Et il me semble en tout cas que pour celles auxquelles j'ai appartenu, nous ne parlions pas de confettis, nous parlions des frontières de la France. Parce que c'est grâce à la présence sur tous les océans que nous sommes le deuxième pays en termes de souveraineté maritime. Mais il y a au moins un point commun quand la droite et la gauche gouvernent, ou quand la droite, comme aujourd'hui avec Emmanuel Macron, gouverne, c'est que nous sommes, en tout cas nous considérons que nous sommes un État unitaire. Le droit doit être le même que nous soyons à Nouméa, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Denis de la Réunion. Je suis un Breton. Moi, je suis très favorable, au contraire, aux pouvoirs locaux et je note avec beaucoup d'intérêt que le gouvernement semble avancer dans cette direction puisqu'il y a des mutations administratives à peu près dans tous les territoires des Outre-mer puisque chacun va pouvoir avoir un costume sur mesure plutôt que d'être habillé dans une espèce de tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil, justement, c'était ma deuxième question. Est-ce qu'il y a des problématiques communes à tous ces territoires d'outre-mer? On évoque très souvent la précarité, le chômage. Est-ce qu'il y a d'autres particularités communes? Pardon, mais l'évidence, c'est d'abord l'éloignement géographique. Quand vous êtes à Paris, et par exemple, si nous parlons de la Nouvelle-Calédonie, c'est à 17 000 kilomètres. Et donc, il y a une difficulté pour le pouvoir de bien comprendre la réalité du terrain. Vous disiez à l'instant que l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie s'apaise. Les témoignages que reçoit d'un certain nombre de quartiers, pas seulement ceux qui sont dans le communiqué du Haut-Commissariat, ne garantissent pas que ce qui est dit est la réalité. Donc la distance entre Paris et le territoire fait qu'il y a évidemment des difficultés d'adaptation. Dans tous les textes de loi, les derniers articles portent sur l'adaptation des Outre-mer, ce qui montre bien qu'au fond, on sait très bien que le droit ne doit pas être identique quand on est, je ne sais pas moi, à Wallis et Futuna ou quand on est en Polynésie française. Et donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement n'arrive pas à répondre à toutes les attentes, c'est qu'il n'a pas bien cerné, il manque finalement d'informations, de connaissances sur les dossiers? Moi, je crois qu'il a effectivement une méconnaissance des réalités. Il a une petite difficulté administrative qui est le ministère des Outre-mer, qui est un ministère qui est en réalité très peu doté sur le plan administratif. La direction générale des Outre-mer est une direction générale famélique. Et donc, le ministre des Outre-mer passe son temps à solliciter les autres ministères. Le ministère de l'Éducation pour ceci, le ministère de la Santé pour cela, le ministère de la Justice pour un autre domaine. Et d'ailleurs, nous avons dans le cas calédonien la belle démonstration que c'est la difficulté. À partir du moment où c'est le ministère de l'Intérieur qui gère le dossier calédonien, eh bien, on s'aperçoit que l'entrée sécuritaire est quelque chose qui ne voit qu'un seul aspect du problème. Vous évoquez effectivement, notamment dans une tribune que vous avez co-signée avec l'ancien député socialiste René Dosière, un problème de méthode. Finalement, le passage en force voulu par le gouvernement sur nombre de dossiers, ce n'est pas la bonne solution? Mais justement, ce qui fait l'originalité de l'OCNI, auquel appartient la Calédonie française, c'est que le temps n'est pas pris de la même manière. Depuis 1988, renforcé en 1998 avec Lionel Jospin, ce qui avait été établi, c'est qu'il fallait donner du temps aux acteurs locaux pour bâtir des consensus, et qu'une fois que le consensus était construit, on pouvait modifier la Constitution.
Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de consensus. Le gouvernement a choisi un point de vue et il appuie ce point de vue contre l'autre partie, dans le cas d'espèce, donc les indépendantistes. Naturellement, ceux-ci se sont braqués. Quels sont les défis qui attendent aujourd'hui le gouvernement pour tous ces territoires de manière générale? Est-ce que ça va être de les maintenir français? Je crois que la première urgence est de permettre aux territoires de choisir leur avenir. Et il me semble d'ailleurs que la Constitution le permet, puisque des référendums sont prévus. Certains ont d'ailleurs été déjà organisés sur l'organisation d'un territoire. Quand vous êtes la Guyane, vous n'avez évidemment pas les mêmes besoins que quand vous êtes le Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc adaptons nos réalités, permettons que le point de décision soit le plus proche du terrain, donnons les moyens aux élus locaux d'assumer l'intérêt général. Vous savez, j'ai rencontré dans mon parcours gouvernemental beaucoup de hauts fonctionnaires qui ont tendance à penser que les élus ne défendent que des intérêts catégoriels, qu'ils ne sont pas du tout au service de l'intérêt général. Eh bien, je les invite à visiter les territoires d'outre-mer et ils constateront, comme en métropole, que les élus locaux sont parfaitement capables d'identifier ce qu'est l'intérêt général. Pour en revenir maintenant plus précisément au dossier calédonien, qu'est-ce qui peut aujourd'hui permettre de désenflammer la situation selon vous? La première chose, c'est de ne plus mettre d'ultimatum au 1er juillet. Je passe évidemment pour acquis le fait que la proclamation de l'état d'urgence va ramener la paix, puisque les Calédoniens que j'avais au téléphone ce matin, c'est la 4e nuit où ils ne dorment pas. Et donc quand ils entendent sur vos antennes que des renforts arrivent, ils aimeraient les voir dans leur rue. Mais évidemment, j'imagine que tout cela va finir par arriver et que le calme va être rétabli parce que c'est évidemment un prérequis, une première condition qui n'est pas négociable. Une fois que cela est acquis, il faut préparer l'avenir. Et moi, je crois que l'on ne peut pas réfléchir que sur les questions institutionnelles. Il faut donc desserrer l'étau posé par Emmanuel Macron qui dit comme une forme d'ultimatum, si vous ne vous mettez pas d'accord au 1er juillet, je ferai une réunion du Congrès. Mais personne ne négocie dans des conditions comme cela. D'ailleurs, le président de la République aurait dû le comprendre, puisque hier, il voulait organiser une visioconférence avec les dirigeants calédoniens et que les Kanaks lui ont dit non, nous ne ferons pas de visioconférence. Comment imaginer que ceux qui ne veulent pas d'une visioconférence aujourd'hui viendront à Paris dans 15 jours? C'est une hérésie. Donc il faut enlever l'ultimatum du 1er juillet et il faut permettre aux Calédoniens de se retrouver parce que, je vais conclure là-dessus, élément positif, c'est que tous les partis, indépendantistes ou loyalistes, disent tous leur disponibilité pour discuter d'un accord global. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice, de nous avoir consacré ces quelques minutes sur l'antenne de France 24. Restez avec nous tout de suite.